On enchaîne sur notre deuxième session de la journée, From Code to Production, étendre le craft jusqu'au déploiement avec Fabien Puissant. C'est à toi. C'est bon, on est parti? Je pense que vous m'entendez bien, moi je m'entends, donc c'est bon. On attend un peu de calme, et puis on va démarrer. J'attends un peu que les gens s'installent. Ok, je pense qu'on est bon, on va pouvoir démarrer. Du coup, je suis ravi d'être ici. Je vois que vous êtes pas mal dans la salle, ça fait plaisir. Je vais me présenter rapidement. Je m'appelle Fabien Puissant. Je suis développeur full stack depuis quelques années en freelance. Et j'interviens principalement sur du code Java côté back-end et sur diverses techno-front, mais principalement du React. Aujourd'hui, je voulais vous faire un talk, un peu un retour d'expérience sur comment je gère ma prod, comment je fais tourner mes applis en prod, et comment j'ai pu, à mon sens, étendre mes bonnes pratiques craft du point de vue applicatif sur mon code de production. Comme je vous l'ai dit juste avant, moi je suis plutôt issu du milieu du dev et pas vraiment du milieu de DevOps. Et donc dans mon métier de tous les jours, ce que je produis, c'est du code applicatif que généralement je livre dans des images Docker. Là, mon travail s'arrête là dans mon métier de tous les jours. Mais quand je suis tout seul, je n'ai pas le budget pour me payer une équipe DevOps dédiée. Et donc je dois me débrouiller. Et voilà, je ne peux pas en fait, déléguer ce travail d'infrastructure à une équipe DevOps. Le problème, c'est qu'avec mes applis, faut bien qu'elles tournent en prod au bout d'un moment, surtout mes outils que je crée pour booster ma productivité. Et donc, je me suis dit, je vais plancher vraiment cette question, je vais chercher la formule qui me conviendrait le mieux pour faire tourner ma prod. Donc, du coup, je suis tombé sur du code des scripts SH, du code YAML, des scripts Terraform et encore du YAML. Bref, ça me semblait ultra complexe, et donc je me suis dit, ça valait le coup de démystifier tout ça et de creuser ce point-là. Alors, dans ces travaux de recherche, je me suis donné 3 grandes contraintes. La première, c'est la simplicité. Parce qu'en fait, j'ai envie de monter en compétence sur l'aspect DevOps, mais je sais que je ne serai pas expert du jour au lendemain. Donc, je vais essayer d'avoir quelque chose qui soit relativement simple et assez plaisant à gérer. Je vais aussi vouloir garder le contrôle. En fait, je pense que j'aurais pu tout à fait déléguer ce travail-là à une IA et m'aurait fait un script qui m'aurait tout déployé. Mais voilà, je voulais quand même monter en compétence, savoir ce qui tourne, etc. Donc, voilà, il y avait ce travail de recherche. Et enfin, en bonus, si je peux appliquer mes bonnes pratiques craft sur mon code d'infra, c'est encore mieux. Donc tout ça, ça m'a mené naturellement à de l'infra as code. Que voilà, c'est du code, donc je sais gérer. Je sais comment gérer mon code dans Git pour la partie craft et du GitOps pour la simplicité. Et donc ce que je vous propose aujourd'hui, c'est en 45 minutes, on va faire une pipeline GitOps complète. Donc on va prendre une appli que j'ai précédemment créée et la déployer en prod sur un serveur OVH. Et pour ça, on va avoir besoin de 3 outils. Le premier, c'est Helm pour la partie infra as code. Le deuxième, c'est Argo CD pour la partie GitOps. Et enfin, pour faire tourner tout ça, on va utiliser une distribution Kubernetes. On va rentrer dans les détails de chacun des composants pour essayer de comprendre ce qui va se passer dans la démo live. Donc, concernant Helm, Helm, c'est un packager pour les déploiements Kubernetes, qui est massivement utilisé par la communauté DevOps. Et ce qu'il va permettre de faire, c'est de définir via des fichiers YAML les différentes ressources qu'on va vouloir déployer sur le serveur dont on aura besoin. Donc le chart Helm, il est templatisé, donc ça veut dire qu'on va pouvoir avoir le même code de déploiement pour chaque environnement, donc pour des environnements de prod, de test, en local, etc. Donc ça, c'est plutôt cool. Il est aussi super simple d'installation, c'est-à-dire qu'avec une commande Helm, on peut installer tout le déploiement dans le cluster. Derrière, il a aussi un système de gestion de version, un peu comme dans Git, où quand on va monter de version, il va garder l'historique de toutes les révisions qu'on fait. Donc pour faire les montées de version et des rollbacks, c'est assez plaisant.
Et enfin, c'est testable unitairement. C'est là où on va jouer côté démo avec le framework intégré Helm Unit Test. Et donc ça, c'est ce qu'on va voir en démo juste après. J'entends que une fois que j'ai dit tout ça, c'est pas super clair pour vous et c'est normal parce que expliquer Helm comme ça, c'est assez mystérieux. On va essayer de rentrer un peu plus dans le concret et voir ce qu'on va faire dans la démo. On a déjà un Helm chart qu'on va définir. Et la première chose qu'on va faire, c'est un premier fichier YAML. Donc c'est un déploiement.yaml qui va contenir en fait les variables un peu globales à ce qu'on veut faire dans notre déploiement. C'est-à-dire, on va lui définir l'image Docker qu'on veut déployer, le tag qu'on veut utiliser. On peut mettre des spécifications pour limiter la RAM et le CPU pour éviter que l'appli consomme trop dans le cluster. Et enfin, on peut mettre aussi le nombre de réplicas qu'on veut. Donc, le nombre de réplicas, c'est les différents pods là qu'on a. Le pod, c'est en gros l'entité qui va démarrer notre application. En fait, c'est le conteneur Docker qui va servir l'application. Et donc, si on met 3 réplicas, le but, ça va être de faire du load balancing pour pouvoir en fait répartir la charge. Et donc, quand on comprend ça, on se rend compte que les pods, ils ont une IP dynamique. À la première installation, le déploiement va générer un pod. Si l'application crash, le pod va être redémarré, donc sur une nouvelle IP. Et tout ça, c'est pas pratique à gérer, parce que si on a une IP dynamique dans le cluster, pour l'exposer sur le web, c'est impossible. Donc pour pallier à ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une autre ressource, donc un autre fichier YAML qui s'appelle un service, et qui va permettre de router tout le trafic de l'application vers une IP statique qui sera exposée au sein du cluster. Donc comment il fait ça? En fait, le déploiement, il va mettre des petites étiquettes sur les pods en disant celui-là appartient à ce déploiement. Et donc le service va reconnaître à qui appartient les différents pods pour dire j'ai bien le déploiement qui contient les 3 pods qu'il a demandé. C'est comme ça que tout va s'imbriquer. Donc là, on a une IP statique au sein du cluster. Le but, c'est de l'exposer sur le web. Donc, c'est quand même pratique parce qu'on a une IP statique maintenant. Donc on va utiliser une troisième ressource qui s'appelle un ingress. Et son but, ça va être juste de router le trafic de l'IP statique du service vers un hostname sur le web. C'est tout. Donc tout ça, on va le faire en démo juste après. J'espère que c'est un peu plus clair. C'était un peu complexe peut-être à comprendre au début. On va passer à la partie GitOps. Donc on va utiliser Argo CD. Et pareil, c'est un outil qui est massivement utilisé par la communauté GitOps. Et Argo CD, c'est un outil qui a une interface graphique, donc c'est plutôt cool. On va pouvoir voir ça en démo. Et en fait, comment ça marche? C'est que d'un côté, il va être connecté à notre cluster Kubernetes, et de l'autre, il va être connecté à notre repository Git. Et en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va demander à Git quel est l'état de mon déploiement, est-ce qu'il y a des changements par rapport à ce que j'ai fait. Donc, dès que je vais pusher, il va voir qu'il y a des changements qui ont été demandés. Et en fait, Argo CD va de lui-même envoyer des commandes Helm pour synchroniser l'état sur le cluster. En fait, je vais vraiment avoir un état déclaratif où tout ce que je vais faire sur mon code Git va être répercuté sur le cluster. Et donc, en faisant ça, forcément, les updates, donc les rollbacks, les upgrades, elles sont hyper faciles parce que j'ai juste à positionner un nouveau commit avec les nouvelles versions pour voir ce qui se passe en prod. Enfin, pour répliquer et refaire un déploiement en prod, tout simplement. Donc tout ça, on va voir en démo, ce sera peut-être un peu plus clair en démo. Ensuite, concernant la partie Kubernetes, donc forcément tout ça va tourner au sein d'un cluster Kubernetes. Et ce que j'ai choisi comme distribution, c'est K3S. Pourquoi? Parce que c'est une distribution qui est très légère, donc c'est simple à démarrer. Ça démarre vite et c'est plutôt adapté pour ce que je veux faire. Ensuite, c'est aussi 100% compatible avec l'API Kubernetes, ce qui fait qu'en fait, toute ma montée en compétences sur K3S équivaut à ce que je pourrais faire sur K8S. Donc, je n'ai pas de limitation, même si la distribution est plus légère. Et enfin, c'est parfait pour ce que je veux faire. Qu'est-ce que je veux faire? J'ai un serveur VPS OVH, donc un seul worker node. Donc, c'est parfait pour ce que je veux. Je veux un truc qui tourne bien et qui ne soit pas trop lourd pour éviter que mon serveur OVH crame. Et enfin, c'est embarquable dans les tests d'intégration, parce que vu que ça démarre vite, on va pouvoir avoir un feedback assez rapide.
On se rapproche petit à petit de la démo et maintenant je vais vous parler de concrètement ce qu'on va faire. Alors moi dans mon code applicatif, ce que j'aime faire, c'est quand j'ai une nouvelle feature qui arrive, c'est de faire un test de composants, un test haut niveau qui permet en fait, de valider la feature. Alors souvent en Java c'est un test Cucumber et derrière je vais itérer en TDD sur des sous-composants dans le but de faire passer mon test plus haut niveau vert. Une fois que mon test passe vert, généralement ma feature est terminée. En fait, on va faire exactement pareil, mais sur du code d'infra. Ça, c'est cool. Donc, alors là, on ne va pas faire un test de composants, on va faire un vrai test d'intégration, parce qu'on va vouloir s'interfacer avec un vrai cluster Kubernetes. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va démarrer un cluster Kubernetes en local, déployer le chart Helm, et vérifier que l'appli tourne bien et que le déploiement s'est bien passé. Ça, c'est pour la partie intégration. Et derrière, on va faire du TDD sur les sous-composants, donc le déploiement.yaml, le service.yaml et l'ingress.yaml. Et normalement, une fois qu'on aura fait tous nos tests unitaires, le test devrait passer vert. Ok, voilà. On va passer à la démo. Bon, je m'assois, hein. Ça va être plus pratique. Du coup, je vais vous présenter un peu le repo. Donc, on a une application, c'est un site web statique qu'on va servir, c'est un serveur Bun en fait, qui est un Dockerfile pour pouvoir le packager. Et ce qu'on va faire, et déjà j'ai pas envie de coder aujourd'hui, donc on va un peu vibe coder. Et je vais utiliser une IA qui est pas très connue, qui s'appelle Jean-Claude, et qui va m'aider à fluidifier un peu la démo. Donc elle tourne sur Opus 18.2, jusque-là tout va bien. Ce qu'on va lui demander, c'est d'abord de créer un test d'intégration qui va déployer le chart et vérifier que l'app répond. OK. Donc, il va me faire des trucs, très bien. Donc, ce qu'il m'a fait déjà, c'est un... Je ne sais pas si vous voyez bien. Ouais, c'est là. Zoom un petit peu. Allez. Zoom, tac. 110, 125. 125. Allez. Donc, ce qu'il m'a fait, c'est un test d'intégration. Très bien. Jusque-là, tout va bien. Il me l'a mis là-dedans. Et qu'est-ce que fait ce test? Alors, déjà, je vais le lancer parce qu'il est un peu long. Enfin, un peu long. Il fait quand même pas mal de trucs. Alors là, on utilise une image Docker que j'ai préalablement créée sur un autre repo qui va lancer un service K3D, donc qui va démarrer un cluster Kubernetes avec la distribution K3S. Et derrière, on va lui monter en volume le code applicatif pour pouvoir builder l'image qu'on est en train de faire. Et aussi monter en volume le code du chart avec des variables d'environnement. Et enfin, on a juste ce qu'on veut tester, donc le mot host, le health check pass, etc. Donc, on va voir un peu ce qui s'est passé. Donc là, il nous a bien démarré la distribution K3S. Là, on voit les étapes du build de l'image Docker. Là, tout va bien. Et enfin, il n'arrive pas à installer le chart normal. Je n'ai même pas créé les values. Donc, très bien. On va lui dire de créer la base du chart. Là, ce qu'il m'a fait, c'est un fichier de chart.yaml qui va contenir en fait les métadatas, donc c'est des variables un peu globales qu'on veut sur notre déploiement, donc de la version, la description, l'icône, etc. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il nous a créé des values.yaml. Et donc, comment ça marche? Donc, on a le fichier values.yaml qui va contenir les variables globales et qui sont constantes pour chaque environnement. Et derrière, on va provisionner pour chaque environnement un override pour dire, pour cet environnement-là, tu vas utiliser ces variables-là. Bon, c'est ce qu'on fait ici. Hein. Donc, on met d'abord les variables communes, puis après, on met les variables qui vont écraser en fait les variables. C'est le dernier déclaré écrase les autres, en fait, si jamais il faut. OK, donc niveau test d'intégration, on devrait aller un peu plus loin. Ce qu'il va arriver à faire, c'est maintenant déployer le chart. Sauf que pour l'instant, on n'a rien dedans. Donc, a priori, l'appli ne va pas répondre. Voilà, on va continuer un peu la démo le temps qu'il lance. Je pense qu'il va mettre un peu de temps. Oh, ça a l'air d'aller. Donc là, on voit qu'il nous fait la première révision. Donc, on voit le système
d'incrément de Helm. Donc là, on sera toujours en révision 1 parce qu'à chaque fois, on redémarre de 0. Donc on sera toujours en révision 1. Derrière, il va attendre que Trafic. Alors Trafic, il est là juste pour pouvoir faire un vrai appel HTTP pour vraiment simuler qu'on ne tape pas directement dans le cluster, on tape vraiment comme si on était à l'extérieur du cluster. Et donc là, on voit bien qu'on est en 404, ce qui est normal. Donc là, on a un test rouge qui pète pour les bonnes raisons. Voilà. Et donc, on va commencer à itérer en TDD sur les différents sous-composants. Donc, ce qu'on a dit, tout d'abord, c'est qu'on va lui demander de faire un déploiement. Donc, fais-moi un test qui valide le fait que j'ai bien un déploiement. Donc, ce qui m'a rajouté, c'est dans le Makefile un nouveau shortcut. Alors, au passage, j'ai un linter qui est intégré dans Helm, donc je l'ai mis pour qu'il tourne derrière. Mais voilà, on utilise le framework Helm Unit Test et qui va tester ce qu'il y a là-dedans. Très bien. Je vais le lancer. Unit Test. Hop. Et donc là, c'est du test qui est super rapide parce que c'est du test de template. Et donc, on voit bien que ce qu'on a demandé ici n'est pas bon. Alors, comment ça s'organise? On a déjà un nom, pour donner un nom à notre suite. On donne le fichier qu'on veut targeter. Et après, on a notre batterie de test. Donc, c'est du test YAML avec du YAML. C'est sympa. Et donc là, on va lui demander quoi? On va juste lui demander que ça soit une ressource de type déploiement. Très bien. Donc, je vais lui demander de me faire l'implem. Fais-moi l'implem. Tac. Et donc, il m'a créé un dossier template. Là, on va contenir toutes les ressources de notre déploiement. Enfin, toutes les ressources, donc le déploiement, le service l'ingress. Et derrière, au niveau de l'emblème, on a juste défini une nouvelle ressource qui est le type déploiement. Avec ça, le test passe vert, mais ça ne nous emmène pas bien loin. Et donc, on va continuer à itérer. Donc là, on va lui dire, valide le fait que j'utilise bien les variables d'environnement pour définir le nombre de réplicas, par exemple. Définir le nombre de réplicas. Tac. Donc là, il va enrichir un peu le test, il va mettre un nouveau scénario où, alors là, ce qui est intéressant, c'est qu'on définit ici les variables d'environnement comme si elles étaient en fait provisionnées par les values.yaml. Là, on les met à la main, on les injecte manuellement dans le template, et derrière, on vérifie qu'on a bien utilisé cette variable-là pour le spec.replica. Donc le test est rouge, bien évidemment, et au niveau de l'implem, il n'y a rien qui s'est passé, et c'est normal. Donc je vais lui demander de faire l'implem. Implem, tac. Et donc là, il m'a positionné une nouvelle clé, et donc là, on peut voir qu'on peut utiliser les variables d'environnement en faisant de l'interpolation moustache, en précédant par .values avec une majuscule, et derrière, on met la clé qu'on a définie dans les values.yaml, tout simplement. Ok, bon, on va pas faire toutes les clés en TDD, ça va être super long. Donc je vais lui demander de fais-moi le déploiement complet. On va essayer d'un peu d'accélérer. Hop. Donc on va quand même vérifier ce qu'il nous fait dans les tests, histoire d'être bon. Donc on veut que le déploiement ait bien un nom, qu'il utilise une image Docker qu'on provisionne via les variables d'environnement, avec le tag qu'on veut, la pull policy, et après des spécifications sur comment tourne le conteneur qui est démarré via l'image Docker précédemment définie. Donc on a un health check, le port, et donc ça c'est un peu plus intéressant, c'est la petite étiquette en fait que je vous parlais tout à l'heure, pour dire ce pod-là, il démarre avec cette étiquette, et c'est ce qui va être utilisé par le service pour faire le matching et savoir à qui appartient quel pod. Donc niveau test, on voit qu'on utilise aussi des variables qui sont auto-générées par Helm, donc le .release.name, et on utilise aussi les variables d'environnement qu'on a enrichies ici. On a enrichi aussi les variables pour chaque environnement, donc pour la prod, on va utiliser le registre GitLab, qui est juste là. Et pour du local, en fait, on ne veut pas de pull policy, on va à chaque fois rebuilder l'appli. Et c'est ce qu'on veut. OK. Donc avec tout ça, je vais quand même vérifier que les tests sont bons. Voilà.
Bien. Donc, ce qu'on a dit ensuite, c'est qu'on allait faire le service. Donc, je vais demander de me faire le service. Voilà. On va dire qu'on l'a fait en TDD, mais même si je triche un peu. Donc, au niveau du service, alors il va être un peu moins étoffé parce que c'est juste du routing en fait. Donc, au niveau du test, on veut que ce soit une ressource de type service, tout va bien, qu'il ait bien un nom, qu'il ait bien les infos sur le conteneur, enfin, sur les ports du conteneur et qu'il expose sur le port 80 en sortie. Et derrière, là, c'est select pod, donc c'est les fameuses étiquettes. On lui redonne le nom de l'étiquette pour qu'il puisse savoir à qui appartient ce pod-là. Derrière, l'emblème, elle est comme ça. Là, on a bien le même nom qu'on a défini au niveau du match label pour pouvoir faire en fait la connexion entre les deux ressources. Et voilà, c'est tout. C'est juste du routine. Et donc la dernière ressource qu'on a dit qu'on allait faire, c'est l'ingress controller pour exposer ça sur le web. Donc je vais lui dire, fais-moi un l'ingress controller. Donc il va être un peu plus étoffé parce qu'on va faire de la gestion HTTPS directement avec la ressource ingress. Alors, on ne va pas rentrer dans les détails parce que ça n'a aucun intérêt pour la démo. Mais voilà, il y aura un certificat TLS qui sera généré pour faire du HTTPS sur le web directement. Ce qui est intéressant de voir aussi, c'est qu'on peut définir les variables d'environnement qu'on injecte au niveau de la suite. En fait, si on a besoin de ces variables dans plein de tests, il n'y a aucun intérêt de les définir au niveau du scénario. Donc, on peut les définir plus haut pour qu'elles soient injectées dans chaque scénario. Donc, ce qu'on voulait, c'est qu'il soit de type ingress, qu'il ait bien un nom. Donc là, c'est la partie Let's Encrypt pour générer le certificat SSL. Pas très intéressant. Le plus intéressant, c'est qu'on utilise bien le host qu'on lui donne en variable d'environnement, parce que c'est là où on va faire tourner l'appli. Et après, c'est de la configuration TLS. Class name, et voilà. Au niveau de l'implème, alors il y a quand même quelques trucs intéressants dans cet implème-là, c'est qu'on peut voir qu'on peut conditionner aussi le template avec du conditional rendering, pareil en interpolation moustache. S'il y a un cluster issuer, tu le mets, sinon tu ne le mets pas. Alors pourquoi on a besoin de ça? En réalité, c'est parce qu'au niveau du test local, on ne va pas pouvoir générer le certificat SSL parce que Let's Encrypt a besoin qu'il soit vraiment exposé sur le web, ce qui ne sera pas le cas sur notre PC. Et donc, on va passer en HTTP direct pour le test d'intégration. Par contre, pour le web, là, on aura besoin du cluster issuer. La partie intéressante aussi, c'est qu'on peut injecter directement le YAML dans des variables d'environnement dans le YAML ici. Par exemple, ici, dans mes values, je vais avoir des annotations que je vais positionner. En fait, je peux faire vraiment un transfert de ces clés-là au niveau du code YAML. Donc, en fait, ces deux annotations seront ici injectées avec le with values.ingress.annotation. Voilà. Ça, c'est plutôt cool. Donc, on a bien notre host. Et enfin, le truc important, quand même, c'est qu'on le connecte au service en utilisant le nom du service. C'est comme ça qu'il sait que je route le trafic de ce service vers ce qu'on me demande, simplement. Donc, avec tout ça, je pense qu'on est bon. On va pouvoir relancer notre test d'intégration. Alors, je ne vais pas relancer les tests unitaires, mais je pense que ça devrait le faire. Très bien. Donc, notre test d'intégration, là, normalement, devrait passer. Tac. Alors, du coup, le test d'intégration, moi, je le fais sur un MacBook M4 Pro. Je n'ai pas la data sur comment ça se comporterait sur un PC Windows ou sur un Mac un peu moins performant. Et même dans la CI, en fait, j'ai le runner GitLab, c'est aussi mon PC. Donc voilà, peut-être que sur des PC un peu moins puissants, ça prendra un peu plus de temps. Mais pour mon besoin, ça va relativement vite et j'ai une boucle de feedback qui est plutôt cool. Bon, bah ça marche pas, ok. Donc d'ailleurs, des problèmes, on va voir. Donc l'avantage, c'est qu'avec l'image que j'ai faite, je vais loguer un peu ce qui s'est passé dans le cluster pour pouvoir essayer de débugger et comprendre pourquoi mon déploiement a merdé. Donc, il n'arrive pas à installer Helm, très bien. Qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on a bien notre appli qui a été démarrée, qui est running, mais qui n'est pas considérée comme ready. Alors, je sais que mon app démarre, hein, c'est un serveur statique. Donc, a priori, il n'y aura pas de problème au niveau du code applicatif. Donc, on lui demande d'être prêt sur le port 2000. OK.
on regarde au niveau des événements, on a bien démarré l'appli. Par contre, on n'arrive pas à contacter l'appli. Très bien. On voit que l'IP, là, elle va être dynamique aussi. Et donc, si je regarde les logs applicatifs, je vois que l'appli démarre sur le port 3000. Voilà. Déjà, on a un premier problème, c'est que là, on a défini le mauvais target port. Okay. Je vais demander de corriger le port. Tac. Donc là, normalement... Voilà, 3000. On va pouvoir le relancer, et normalement, ça devrait être plutôt cool. Ce que je ne vous ai pas dit, et ce qu'il a fait en background, c'est qu'il m'a tout mis côté GitLab CI pour pouvoir, dès que je push le code, me jouer tous les tests. Comme ça, je vais pouvoir valider que je n'ai pas cassé mon déploiement à chaque fois que je vais modifier ce code-là. Donc, qu'est-ce qu'il me fait? Il met le linter, il fait les tests unitaires. Là, on a repris un peu ce qu'il y a dans le Docker compose.test. Vraiment texto. Et donc, on va lancer tout ça au niveau de la CI. Ok, bon, ça marche toujours pas. Donc on voit qu'il a quand même réussi à installer le déploiement Helm. Donc, a priori, le problème viendrait de l'ingress controller, parce qu'a priori, le service est bon. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir? Donc, on lui demande d'être prêt sur le hostname app.lioncraft.podev.fr. Très bien. Et qu'est-ce qu'on lui a donné comme variable d'environnement? app-lyon. Ok, déjà, il y a un problème ici. Donc, on va lui demander de fixer ça. Fixe le host. Et là, promis, c'est bon. Normalement, on est... ok, donc je vais pousser le code, comme ça on va voir ce qui se passe en CI, parce qu'en plus si je le démarre en même temps, si je démarre en local et que je pousse, il va y avoir un petit conflit sur ma machine parce qu'il va essayer de démarrer les deux clusters en même temps et des fois ça merde un peu. Donc on va s'éviter ça. Ok, bah on est prêt pour faire le déploiement. Je vais montrer un peu ce qui se passe au niveau de la CI. Donc, il nous a joué les tests unitaires, donc c'était ultra rapide, c'est normal. Donc, il m'a fait le linting et les tests unitaires, très bien. Et il est en train de me faire le test d'intégration. Alors, normalement, on fait une paire, on ne bouge pas comme ça. Enfin, ça, je ne suis pas sur main, mais voilà, on peut vraiment valider et mettre des merges bloquants au niveau des paires pour valider qu'on n'a pas pété le déploiement et que voilà, ça tournera bien en prod. Donc, on ne va pas attendre qu'il fasse le test. Peut-être qu'il a fini, en fait. Bon, en fait, il avait fini. Donc, il a fait le test. Donc, finalement, c'est assez rapide, hein, mine de rien. Et donc, on a bien le health check qui est bon. OK. Tout ça, on va pouvoir l'envoyer au niveau de Argo CD. Tac. Donc, Argo CD, c'est là, j'ai déjà tout configuré. Donc, il est connecté à mon cluster de prod et il est connecté à mon repository Git. Et ce qu'on va faire, c'est créer une nouvelle application. Alors, avant de la créer, je vais quand même vous montrer que je ne vous en fume pas et qu'il n'y a rien sur ma prod. Voilà, très bien. Donc, on va créer une nouvelle application, on va l'appeler Demo Lioncraft. Lioncraft, si j'arrive à taper. Le copier sera fait. Tac. Donc, le projet, je vais le mettre dans le default. Alors là, on a la synchronisation. Je la mets en automatique, comme ça, il va se débrouiller pour faire la réconciliation. De ce qu'il y a sur mon repository Git. On peut la laisser en manuel si jamais on n'a pas confiance. Moi, ça va. Et derrière, je vais demander, alors on va déployer la branche tac, sur laquelle on était, donc démo live. Et donc là, il va détecter que j'ai bien un chart Helm qui est dans le sous-dossier Helm, donc ce qu'on avait fait. Okay. Donc je vais mettre dans le cluster default, je vais créer un nouveau namespace parce que j'ai plein de trucs sur ma prod et j'ai pas envie de... Il y a des conflits. Et enfin, on va positionner, comme on a dit, les valeurs d'environnement, variables d'environnement communes, puis celles de ma prod. Voilà. Et donc, avec tout ça, on peut démarrer, le déploiement. Et donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va nous créer les 3 entités qu'on a demandées. Et donc, voilà, c'est déjà en prod, en fait. Voilà. Bon, j'ai dû déployer une mauvaise version, mais bon, ça tourne. On verra, enfin on va corriger après, il n'y a pas de problème, mais en tout cas, le déploiement s'est bien déroulé, mon conteneur a bien démarré, et tout va bien. Voilà. Ce qu'on va faire là, c'est qu'on va un peu jouer avec l'outil. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui demander
de bouger une variable d'infrastructure. Donc, par exemple, on va lui dire, en fait, j'ai envie de faire du load balancing parce que j'ai beaucoup de gens sur ma prod. Donc, tu vas me changer les réplicages. Je veux en fait 3 pods qui tournent en même temps. Tac. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais pusher ça. Et normalement, il devrait détecter le changement, resynchroniser et démarrer 2 nouveaux pods, parce que j'en ai déjà un. Pour arriver à 3, il va en démarrer 2 nouveaux. Alors, normalement, j'ai mis 10 secondes pour la synchronisation automatique. Est-ce que je vais les attendre? Je ne pense pas. Donc, je vais le faire à la main. Au moins, on va gagner un peu de temps. Donc là, il synchronise, il contacte le repo Git, il voit qu'il est out of sync, donc il y a un changement, et il démarre mes 2 nouveaux pods. Très bien. Donc, un changement au niveau du code Git, d'un point de vue infrastructure, va se refléter directement. Maintenant, si on veut changer l'appli et monter en version, c'est un peu plus complexe, parce qu'il faut régénérer une nouvelle image Docker, lui dire de démarrer avec le nouveau tag et qu'il fasse tout ça. Donc, pour faire tout ça, on va s'équiper. Alors moi, ce que j'ai pris parti, le fait de, dès que je fais un tag Git, je vais builder une image Docker qui a ce tag-là en particulier, et je vais positionner un commit bump version en automatique via un compte de service au niveau de mon repo Git. Donc je vais lui demander de fais-moi une pic de build et de bump au tag. Donc là, a priori, il devrait toucher uniquement mon GitLab CI et il va faire un build avec Canico en utilisant le tag qu'on a positionné au niveau Git et faire un nouveau commit via un compte de service. Voilà. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va changer la version ici, juste pour être cohérent, mais surtout, il va changer la version ici, pour passer sur le nouveau tag qu'on a demandé. Alors, au passage, je vais lui demander de corriger l'app, parce que là, c'est nimp. Ok, j'ai plus de token. Je vais le faire à la main. Je pense savoir à peu près où est le problème. Ouais. Et donc là, je vais lui dire fixe la prod. Ok. Donc on va pusher tout ça et puis on va faire un nouveau déploiement avec la nouvelle version. Tac. Alors j'aurais pu faire le Git en ligne de commande. Je vais le faire, je vais le faire à la main. Ok, donc attends, je vais quand même voir au niveau des pipelines pour montrer que c'est bon. Alors là, on fait que les tests, bien évidemment. On n'a pas encore fait de tag. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un nouveau tag. On va l'appeler 0.0.2, par exemple. Là, on n'oublie pas de changer la branche. Ça m'est arrivé. Et normalement, on va avoir un nouveau job qui va arriver, qui sera de build l'image Docker et de montée de version au niveau du commit. Ok, donc pendant que tout ça travaille, j'ai quand même 2-3 trucs à raconter. Se remettre debout. Donc on va faire un bilan de pourquoi on a fait ça, ce qu'on gagne, et en fait pourquoi c'est plutôt cool à mon sens. Déjà on est plutôt confiant parce que vu qu'on a le test d'intégration, on sait que ce qui va arriver en prod va bien se passer en théorie. On verra bien si ça marche correctement. Derrière on a une infra lisible parce qu'en fait on a vraiment un template via Helm qui nous permet d'avoir une infra ultra lisible et qui peut être jouée sur plusieurs environnements et qui est versionnée. Aussi, on peut faire des code reviews sur le code d'infra, ça c'est plutôt cool, d'avoir vraiment un œil critique sur ce qui se passe sur notre prod, récupérer un peu la main sur ce qui se passe au niveau DevOps, ça c'est plutôt intéressant. On peut aussi refactorer, ça on l'a pas fait en démo parce qu'il n'y avait pas le besoin, mais si on veut changer les noms de services, si on veut changer la connexion, si on veut rajouter des nouvelles ressources dans le cluster, il n'y a aucun problème. A priori avec le test d'intégration, ça devrait bien rouler. Et enfin, c'est un peu en lien avec tout ça, c'est que l'infra revient un peu dans les mains des devs, qui eux savent ce qui tourne, ils savent les limitations à mettre en CPU, en RAM, parce qu'ils connaissent leur appli. Et le bus factor un peu DevOps est un peu démystifié. Ouais, c'est bien, mais c'est pas la vraie vie.
En fait, dans la vraie vie, on ne déploie pas que des sites statiques. Et, il faut aller un peu plus loin dans le GitOps pour pouvoir vraiment maîtriser des déploiements un peu plus complets. Donc déjà, il y a toute la partie gestion de secrets. Donc là, on n'en a pas eu besoin, mais dans la vraie vie, on ne va pas mettre les secrets dans Git. Ça me semble assez évident. Et donc, il y a toute une montée en compétences à faire sur comment gérer ces fameux secrets. Donc, on peut le faire par injection en variable de CI, en masqué. On peut le faire avec un outil externe Vault. Moi, j'ai fait les deux et finalement, je suis passé sur Vault, sur ma prod, et c'est plutôt cool parce qu'on peut faire des rotations de secrets. Et voilà, on délègue vraiment l'aspect secret à un outil externe qui est dédié pour ça. Donc ça, voilà, c'est vraiment une montée en compétences à faire et qui n'est pas négligeable et qui est super importante. Derrière, alors il y a d'autres ressources qui existent. Là, on a fait 3 ressources pour faire un déploiement minimal, mais en fait, quand on veut faire une DB, par exemple, on a besoin de faire des volumes pour pouvoir redémarrer avec les données qui sont persistantes. On a des jobs, on a des cron jobs, on a des config maps. Là, on a injecté les variables d'environnement via des values. Dans la vraie vie, on veut un peu plus scoper les variables d'environnement pour les mettre pour les injecter sur une ressource en particulier. Du coup, on peut faire vraiment un fichier de configuration pour une ressource et organiser tout ça correctement. Là, c'est un peu brut pour la démo. Et voilà. Donc, il y a encore plein de choses à découvrir sur cet aspect-là. Enfin, au niveau il faut aussi maîtriser ce qui se passe en prod, parce que mine de rien, là, on était en full auto, on a attendu que ça se passe et ça se passe bien. Et dans la vraie vie, il peut y avoir des problèmes d'infra au niveau du cluster. Il faut être en mesure de les administrer. Et donc, il y a toute une montée en compétences à faire sur Kubernetes en général. Donc ça, c'est aussi à ne pas négliger et ultra important, surtout si on passe sur de la vraie prod. Moi, je suis encore en train d'apprendre plein de trucs. Je suis sur un home lab perso, donc c'est pas très critique. Et voilà, il faut le savoir. Et enfin, alors ça, c'est plutôt pour les équipes. Sur des projets avec des multi-équipes, il faut pouvoir gérer la sécurité au sein du cluster lui-même. C'est-à-dire que une fois qu'on a le kubectl, donc la clé API qui permet de se connecter au cluster, en fait, on a accès à tout. Donc, si on veut segmenter par équipe des différents projets, il y a tout un travail airbag à faire. Et du coup, voilà, il y a aussi ce travail-là à creuser. Et donc, en définitive, ce talk, c'était plutôt un point d'entrée, de montrer un peu ce qui est possible de faire avec l'infra as code et du GitOps. Et il reste plein de trucs à explorer derrière. OK, donc là, on va pouvoir aller voir ce qui s'est passé. Alors, je pense qu'il a eu largement le temps de faire ces trucs. Alors, qu'est-ce qu'il nous a fait? Il nous a fait le build qui s'est bien passé. Il nous a créé un nouveau commit, a priori. Alors, on va quand même le vérifier. Dans le conteneur registry, j'ai bien un nouveau tag, 0.0.2. Et au niveau de mon code, normalement sur la branche Demo Live, je vais avoir un nouveau commit, voilà, dump version to 0.0.2. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait ce que je vous ai dit tout à l'heure, donc il a changé le tag de l'image Docker. Derrière, on va quand même vérifier côté Argo CD ce qui s'est passé. Alors, il n'aime pas trop les refresh en live, donc je vais juste refresh la page. Si j'ai pas perdu Internet, ce serait con de le perdre maintenant. Okay. Voilà. Okay. J'ai une coupure réseau. Là, c'est revenu. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir? On voit qu'on a un deuxième réplica set qui a été créé et qui a été basculé dessus. Donc, ça, c'est la révision 2, il y a 5 minutes. Donc, voilà, sa mise à jour va super vite. Ça dépend aussi de la taille de l'image Docker qu'on build. Donc, ça va super vite. Et donc, pourquoi il y a des révisions? C'est le fameux historique qu'on a. Donc, si on fait un downgrade, ce qu'il va faire, c'est qu'il va allumer la révision 1, essayer de démarrer les pods. Si tout se passe bien, il va dire éteins les autres et on bascule sur la révision d'avant. Pareil pour la révision, alors là on n'a pas vu en live, mais pour la révision 2, il va commencer à démarrer la révision 2. Si tout se passe bien, il éteint les autres. Et si tout se passe mal, il cancel le déploiement. Et comme ça, j'ai vraiment un deploy rolling et aucune interruption de service. On va aller voir l'appli, du coup. Je pense que là, on devrait être bon. J'arrive sur la fin. Donc ça, c'est la vraie appli.
Merci pour votre attention. Alors, quelques remerciements quand même. Je remercie Pauline Jamin qui a accepté d'être ma mentor pour le talk. Les Software Crafters Lyon également pour m'avoir fait confiance pour le bon déroulé. Vous avez le lien du repo GitLab et surtout un lien Open Feedback. Voilà, c'était ma première scène, donc je serais très curieux d'avoir vos retours. Merci. Un, deux. Ah, ça y est. Ben, merci beaucoup pour ta présentation. Du coup, on a encore 5 minutes pour des questions. À peu près, ouais. À peu près. Donc, shoot. Dans ce que tu présentes à la fin sur le rolling update, c'est Argo CD qui demande à Cube de faire des rolling updates ou c'est Argo CD lui-même qui a une logique de rolling? En fait, Argo CD, il envoie des commandes Helm, donc du Helm template, et derrière, c'est toute la mécanique interne Kubernetes qui rentre en jeu. En fait, Helm utilise en fait Kubernetes pour faire du deploy de rolling, du auto-healing par exemple. S'il y a un pod qui crash, il va être redémarré pour satisfaire le déploiement. Donc derrière, c'est plutôt la techno Kubernetes qui prend la main sur le déploiement. Ok, merci. Est-ce que tu as déjà fait des tests unitaires justement avec Helm Unit Test sans passer par l'IA? Parce que j'ai l'impression que c'est hyper verbeux et du YAML. Sans passer par l'IA, tu veux dire? Ouais, sans passer par l'IA. Alors, pour démystifier un peu, l'IA, c'est pas une vraie IA. En gros, Jean-Claude, il sait faire que des cherry picks sur notre branche. Et donc oui, je les ai fait à la main. Et c'est pas trop galère, j'ai l'impression que c'est hyper verbeux. C'est assez verbeux, ouais. Mais après, je me dis que c'est vraiment ce genre de test, c'est fait globalement une fois. Donc après, c'est vraiment piloté par les variables d'environnement. Donc ouais, c'est assez verbeux pour la première implème. Après, vu que ça bouge pas, je trouve que c'est un trade-off qui est pas mal. Après, je pense que vu que le test d'intégration est assez bien fait, je pense qu'on peut aussi se dire, on peut se contenter du test d'intégration. Si vraiment on n'a pas le temps ou pas l'envie de faire du test unitaire sur du YAML. Ok, merci Jean-Claude. Est-ce qu'on a d'autres questions? Pas d'autres questions? Si. D'abord, merci pour le talk qui était vraiment très intéressant. Il fallait s'accrocher, mais il y a plein de trucs à apprendre. Ma question est portée sur, c'est un détail, mais K3D, du coup, c'est une manière de faire tourner le cluster Cube dans Docker. Ouais, K3D, c'est un service qu'on peut démarrer sur du Linux ou du Mac qui en fait intègre une distribution K3S directement. En fait, on peut l'installer ultra facilement comme un service. Et en fait, derrière, c'est une distribution Kubernetes qui tourne. C'est une manière en fait d'installer plutôt que de faire une installation manuelle du cluster directement. Il y a un lien avec le Docker, parce que je vois que tu fais un Docker Compose pour les tests unitaires. C'est pour utiliser l'image distante qui est déjà préconfigurée, donc qui est à la distribution K3D. J'ai installé Helm pour pouvoir lancer les commandes Helm et aussi les trafics pour pouvoir faire les appels à réseau directement. C'est le Docker Compose est là juste pour tirer en fait le conteneur qui vraiment me prépare tout au démarrage. Merci. Une dernière question? Non, on va te libérer alors. Merci beaucoup. Merci à vous.